Je m'appelle Yasmine Abdulkadir, je suis gynécologue et obstétricienne et je travaille comme médecin adjointe au service de gynécologie des hôpitaux universitaires de Genève, comme responsable des urgences gynéco-obstétricales et donc aussi de la prise en charge pour les constats d'agression sexuelle. Et après, je m'occupe de la consultation pour les personnes qui ont une mutilation génitale et de la consultation de la vulve. Donc j'ai une formation en pathologie et chirurgie de la vulve et en médecine sexuelle. Je suis arrivée ici comme jeune interne, c'était en 2009, et j'avais travaillé sur ces sujets en Italie. Et il est vrai aussi que mes parents sont gynécologues et se sont occupés de cette problématique en Italie. Mon père est somalien, ma mère est italienne. Et ils ont un peu été les premiers en Italie à s'occuper de ce sujet à une époque où vraiment on ne le connaissait pas du tout. Par exemple, alors mon père, il parlait la langue, parlait somalien, il y avait beaucoup de personnes somaliennes concernées. Et il a commencé à travailler sur ces sujets parce qu'on l'appelait, parce qu'il connaissait la problématique. Alors moi, j'ai grandi dans ces milieux familiales. J'ai toujours aimé la médecine, mais j'avais dit que j'allais jamais faire gynécologie parce qu'il y en avait déjà trop. Et après, quand c'est pendant mes stages, pendant un Erasmus en France, où j'ai vraiment aimé la gynécologie, c'est une multidisciplinarité, et donc du coup, j'ai dit, bon, je vais faire gynécologie. Et quand je suis arrivée à Genève, il y avait aussi beaucoup de patientes concernées, et il y avait un groupe de travail qui commençait à réfléchir sur comment mieux prendre en charge ces personnes. Et j'ai demandé d'y aller, et c'est comme ça que ça a commencé, qu'on a créé cette consultation, qu'on a commencé à faire de la recherche sur ces sujets sur lesquels on disait, et on dit encore beaucoup de choses parfois qui ne sont pas scientifiques. Et là maintenant, ça fait 16 ans que la consultation existe. L'Organisation mondiale de la santé, elle a une définition déjà de mutilation génitale. Elle dit que mutilation génitale est toute procédure qui amène à l'ablation partielle ou totale de la vulve à but non thérapeutique. Elle ne clarifie pas au niveau consentement, au niveau sévérité, est-ce qu'on enlève du tissu ou pas. Donc il y a des débats en cours. Et en plus, elle aborde, l'OMS, que la mutilation génitale féminine, entre guillemets. Elle n'aborde pas toutes les autres modifications non consenties des organes génitaux, pénis, organes intersexes, etc. Après, il y a 4 types qui vont de la coupure ou de la piqûre du prépuce du clitoris, donc la peau qui couvre le gland du clitoris, à l'excision du clitoris. Et quand on dit excision du clitoris, c'est toujours la partie externe, donc le gland, plus ou moins une partie du corps, jusqu'à l'excision des lèvres, avec ou sans excision du clitoris, jusqu'à l'infibulation, qui est la fermeture des organes génitaux à travers la position des lèvres, qui peuvent être excisées ou pas. Et sous cette cicatrice, on peut avoir un clitoris excisé ou pas. Et après, il y a plein d'autres modifications d'insertion des substances ou des coupures de la paroi vaginale pour le rétrécir, ou par exemple la piqûre des lèvres ou du clitoris. Et même le piercing, par exemple, rentre dans ces types qui recueillent tous les types qui ne rentrent pas dans les 3 premiers. Et ça, c'est la classification qu'on utilise pour documenter. Après, c'est vrai que l'infibulation est le type qui est associé à la majorité des complications, mais il n'y a pas nécessairement une proportionnalité entre la cicatrice qu'on voit et les conséquences, par exemple, psychologiques ou sexuelles de la patiente. Parfois, on peut avoir une cicatrice plus importante avec moins de conséquences, et l'envers, ça dépend vraiment de l'âge, des conditions, du vécu, de l'accès aux soins, parce que ça influence beaucoup aussi. Est-ce qu'on a eu accès à des informations, à des soins, est-ce qu'on a été discriminé ou pas? Donc il y a plein de facteurs qui après, en plus que les tissus vraiment concernés, qui influencent l'état de santé des personnes. Soit elles peuvent prendre rendez-vous toutes seules parce qu'elles ont une connaissance qui est déjà venue ou elles ont vu sur des journaux ou sur Internet. Soit elles peuvent être référées par leur médecin traitant, leur gynécologue. Parfois, une porte d'entrée, ça peut être la grossesse aussi. Avant, c'était la majorité de cas. Actuellement, les choses ont beaucoup changé. C'est des personnes qui viennent avant même leur grossesse. Je pense qu'il y a une meilleure sensibilisation. Parfois, ça peut être un foyer, une infirmière, une assistante sociale. Parfois, on fait aussi les expertises médico-légales pour les démarches d'asile. Donc, elles peuvent être adressées par les secrétariats d'État des migrations. Ça dépend. Et c'est un peu la même chose aussi pour la consultation de la vulve. Soit les
personnes peuvent venir toutes seules, soit elles peuvent être référées par leur médecin. Si elles souhaitent déjà faire la première fois l'examen clinique, on peut aussi faire l'examen clinique. Et quand je dis examen clinique, ça n'implique pas nécessairement un examen interne. Donc il y a des personnes qui ont trop mal au début pour avoir un examen vaginal. Donc on se limite à voir la vulve. Il y a des techniques, par exemple la personne elle peut insérer elle-même le spéculum, ou on a des petites sondes pour regarder, ou on peut ne pas faire cette partie et plutôt investiguer avec des techniques d'imagerie si l'examen interne n'est pas possible, ou attendre que ça aille mieux pour compléter l'examen. Et ça passe à travers de l'information, des soins en fonction de la pathologie. Et après, on collabore avec différents professionnels, psychologues, sexologues, qui ont aussi une formation dans le trauma, si nécessaire des psychiatres, des physiothérapeutes, des ostéopathes. S'il y a besoin d'une chirurgie, on peut faire le traitement chirurgical. Et aussi en fonction des problématiques, il y a des collègues anesthésistes de la consultation de la douleur. On peut avoir des colloques où on peut discuter, des urologues, des proctologues. On essaye de faire une prise en charge multidisciplinaire en fonction, sans non plus surmédicaliser la personne. Ça, c'est important, sinon ça devient vraiment épuisant. Parfois, il y a besoin que de voir le gynécologue, par exemple. Et ça s'arrête là, ou de voir le gynécologue physiothérapeute. C'est vraiment en fonction de la temporalité des besoins de la personne. Ce que je peux dire, c'est que la prise en charge, même si les contenus vont varier, la prise en charge est similaire. Commence par l'information, l'accueil, la mise en sécurité, la prise de conscience, le respect de la temporalité de la personne. Et après, l'information, parce que moi je tiens beaucoup que la patiente puisse faire des choix informés et qu'elle ait son temps de bien décider pour ce qui est son corps, sa sexualité, sa santé reproductive. Ça passe parfois par des informations différentes, mais les principes, c'est les mêmes. Je pense à une personne qui a un lichen scléreux, par exemple, de la vulve, ou qui a une mutilation génitale, ou qui a un kyste vulvaire depuis longtemps, qui a des douleurs chroniques, souvent banalisées. Finalement, les explications, il y a une grosse partie de la consultation où c'est des explications, où on travaille vraiment ensemble. La patiente peut regarder si elle le souhaite, toucher, si elle veut avoir des choses à faire à la maison, un temps de réflexion. Et après, la thérapie peut aussi s'adapter. Ça peut impliquer une chirurgie ou pas, une physiothérapie ou un parcours psychotrauma ou psychosexuel. Mais les principes, je dirais, qui adressent, comme on dit beaucoup en médecine sexuelle, les facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, relationnels, la déconstruction des mythes et des croyances, aborder aussi des mauvaises expériences éventuelles passées avec les soins. Ça s'applique un peu partout et dans les différentes activités. Et les contenus, après, ils s'adaptent en fonction. Dans notre expérience, c'est 40-50% des patientes qui initialement demandent une reconstruction du clitoris qui finalement n'arrivent pas à la chirurgie. Parce que souvent, quand la patiente vient en consultation en disant qu'elle souhaite être reconstruite, entre guillemets, déjà, qu'est-ce que ça veut dire être reconstruite? Est-ce que c'est une reconstruction physique, sociale, psychologique, sexuelle, symbolique aussi? Donc c'est important d'évaluer qu'est-ce qu'elles s'attendent de la chirurgie, qui n'est jamais faite toute seule, comme vous dites, elle est toujours associée par cette prise en charge psychosexuelle. Et souvent les patientes ne savent pas qu'elles ont toujours le clitoris. Elles n'ont jamais touché, les partenaires ne l'ont jamais touché. Il y a des grosses tabous sur l'auto-exploration, la masturbation, en fonction des croyances, des religions, de l'éducation qu'on a reçue. Et donc, une fois qu'on offre cette information, qu'on prend en charge la personne, pas juste ses organes génitaux, avec aussi notre psychologue, sexologue qui aborde des éventuels traumas, qui donne des exercices à faire à la maison. Par exemple, une des premières choses qu'on fait, c'est de regarder avec la patiente, avec un miroir ou un colposcope, si elle est d'accord. Et souvent, c'est la première fois qu'elle regarde ses organes génitaux. Ça peut être, elle peut avoir 20 ans, 30 ans, 60 ans. Toujours, il y a des patientes parfois qui me disent « J'aurais dû venir avant, je ne savais pas tout ça ». On a des modèles et des dessins
très puissant quand la patiente prend dans ses mains une reconstruction en 3D basée à l'IRM d'un clitoris à taille réelle, d'une personne réelle, et qu'elle dit oh, j'ai encore tout ça, en fait, c'est vrai que ça gonfle sous ma cicatrice quand j'ai une excitation sexuelle. Et donc, on commence comme ça. Après, il y a 50% qui va arriver la chirurgie. Est-ce que c'est une victoire ou pas? Il faudrait demander aux personnes concernées. Je pense que pour certaines, c'est une victoire de ce parcours de reconstruction, parce que tous les parcours est une reconstruction. Déjà, appeler, prendre rendez-vous, s'asseoir et discuter de tout ça. Parfois, les patients me disent, mais ça fait 6 mois que j'y pense. Et c'est aujourd'hui que j'ai décidé de venir. Ou hier, j'ai pas dormi parce que ça me stressait de venir discuter. Ou d'autres, par contre, que dès qu'elles savent que cette consultation existe, elles prennent contact. Alors, il y a d'autres patientes qui nous disent, vous savez, j'ai finalement réussi à discuter avec ma maman de tout ça, ou avec mon partenaire ou ma partenaire. Et donc, je pense que tout ça, c'est déjà une reconstruction. Et après, la chirurgie, c'est une étape supplémentaire. On a parfois des patientes qui regrettent un peu de ne pas faire la chirurgie, parfois pour des craintes de complications ou qui ne peuvent pas s'absenter du travail. Mais pour les personnes qui font leur choix éclairé, informé, je pense que chaque parcours, c'est une victoire. Ça dépend de comment la patiente le vit. Il peut y avoir une victoire avec et sans chirurgie, je veux dire. C'est tout acte à caractère sexuel sans consentement de la personne. Donc, c'est pas seulement un viol, mais ça peut être des attouchements, une exposition à de la pornographie ou à des actes sexuels non consentis. Donc, c'est vraiment la définition un peu officielle d'agression sexuelle. C'est pas seulement un viol. Notre unité d'urgence accueille 21 000 personnes par an pour différentes raisons. Que ce soit des questions obstétricales, des questions gynécologiques. Après, tous les ans, on fait entre 150 et 160 constats d'agression sexuelle. C'est un service qui existe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une personne, indépendamment de son souhait de porter plainte ou pas, peut avoir une prise en charge médico-légale, donc conjointe avec un gynécologue et un médecin légiste de garde et une infirmière qui vont s'occuper de son accueil, son écoute, sa prise en charge informée sur le trauma, ses prophylaxies, le recueil de preuves qui peuvent être conservées si jamais elle décide de porter plainte. Et après, on organise un suivi dans les jours qui viennent. Et ça, c'est devenu aussi un sujet de recherche parce que en Suisse, la majorité des données analysées, c'est des données de la police, en sachant que c'est que 10% qui portent plainte. Et nous, depuis 2021, on a commencé à analyser pour les personnes qui sont d'accord les données hospitalières qui sont très importantes par rapport à la santé de ces personnes. Donc, prise en charge veut dire vraiment une prise en charge clinique, mais aussi médico-légale et organiser un suivi qui est important parce que c'est pas comme si on prend en charge un événement ponctuel de la vie d'une personne. Une agression sexuelle a un impact fréquent, à long terme et multiple sur la santé d'une personne. Donc cette prise en charge urgente est vraiment le début d'un accompagnement pour la vie future de la personne concernée. Non, ça touche tout le monde. Toute notre société, n'importe le niveau socio-économique. Après, bien sûr, on est confronté à des populations très diverses qui ont des parcours pas juste des ressources, mais aussi des parcours de vie très diversifiés. Une personne réfugiée, une personne migrante, une personne avec un statut socio-économique très stable, avec un bon revenu. Mais les violences touchent tout le monde. Après, les types de violences et ce qu'on appelle l'intersectionnalité, en fait, l'association aussi de plusieurs formes de violence peut être différente. C'est différent quand on accueille une personne qui vient d'arriver en Suisse, qui a traversé les déserts, la Méditerranée, plusieurs pays, ou une personne qui a grandi toujours au même endroit, avec un parcours différent, mais les violences existent partout. Alors, je dirais que c'est surtout l'information sur ce qui est physiologique. Alors, j'aime pas utiliser le mot normal, mais de dire ce qui est physiologique. Par exemple, est-ce que avoir des démangeaisons, c'est normal ou pas? Est-ce qu'avoir des douleurs, c'est normal ou pas? Est-ce que ne pas avoir un orgasme, c'est normal ou pas?
Après, si on a eu mutilation génitale, c'est aussi de connaître sa propre anatomie et parfois aussi de mettre un lien, une certaine plainte avec l'excision. Par exemple, je fais un exemple, une douleur de règles. Est-ce que c'est parce que la vulve a été fermée que les règles ne peuvent pas bien sortir, ou c'est plutôt une endométriose, par exemple? Ça peut ne rien avoir avec la mutilation génitale. Donc je dirais c'est une des principales barrières, c'est la connaissance de son propre corps, sa propre anatomie et sa propre, médecine physiologie, la manière comment le corps fonctionne. Par exemple, les mutilations génitales, alors il y a beaucoup de raisons différentes derrière ces pratiques, mais souvent il y a la croyance qu'elles vont diminuer une possible hypersexualité de la femme, donc rendre une femme plus contrôlable, non hypersexuelle, garantir une virginité prématrimoniale. Donc par exemple, on peut avoir des patientes qui ont une réponse sexuelle tout à fait physiologique et satisfaisante, mais qui se disent mais est-ce que ça c'est normal? Parce qu'on m'a toujours dit qu'on m'a diminué un petit peu ma puissance, mon potentiel sexuel. Est-ce que si on m'avait pas fait ça, ça serait mieux ou plus? Alors ça, c'est impossible de répondre, on n'a pas encore étudié ça. Mais par exemple, le fait qu'il faut une certaine excitation, une certaine stimulation avant d'avoir un orgasme, il y a parfois dans l'imaginaire des personnes concernées par l'excision que ça ne regarde pas les personnes non excisées, qui seraient par exemple hypersexuelles. Ou par exemple des difficultés pour faire pipi ou des difficultés pour avoir des règles. Si on a toujours été comme ça depuis qu'on a un an de vie, notre maman était comme ça, nos tantes aussi, qu'on n'a jamais parlé de ça, on peut penser qu'un certain symptôme c'est normal. Donc je dirais la principale barrière, c'est en anglais on dit health literacy, c'est connaître qu'est-ce que c'est d'être en bonne santé, du point de vue sexuel et reproductif. Après, c'est cette présence qui où on est immergé de mythes, croyances, patriarcat, il faut le dire, et des milliers d'années où, on sait comment la médecine de la femme a été étudiée et présentée aussi. Parfois, la banalisation de certains symptômes et aussi la formation du personnel aussi. Comment on peut aborder des sujets, informer nos patientes. Mais je dirais c'est les connaissances, que ce soit du côté patiente et côté personnel soignant. Et touche tout le monde, y compris nous-mêmes, personnel médical. Bon, on ne peut pas être indépendant des croyances sociétaires, de la morale de l'époque. On a une collègue historienne qui travaille avec nous et elle insiste toujours sur ça. Quand on dit non, mais ça, cette information, elle est scientifique. Elle nous dit non, mais attendez, il faut toujours l'interpréter sur la base de l'époque, de notre société. D'ailleurs, même les sujets qu'on peut aborder en recherche, ça dépend. On pense même à la disponibilité des fonds économiques pour faire un certain projet. Ça dépend des lois, de la politique, d'où on travaille. On ne peut pas être immune de ça. Donc ces croyances, elles sont partout. Oui, on peut parfois même avoir des partenaires qui organisent les rendez-vous pour leurs partenaires. Et le rôle des hommes est très, très important en fait. C'est un rôle en plus qui est très positif dans la majorité des cas. Après, bien sûr, ça dépend de la situation familiale, conjugale, etc., comme pour tout. Mais dans notre expérience, c'est une expérience très positive parce que les hommes, c'est des pères, c'est des frères, c'est des maris, des partenaires, des cousins. Et en fait, quand ils viennent en consultation, alors bien sûr, ils rentrent que si la patiente est d'accord. Mais ils ont un rôle positif et dans la prévention, par exemple, quand on discute d'abandon de pratique, de changement d'attitude. Dans le parcours thérapeutique aussi, on peut avoir par exemple des personnes qui ont peur d'avoir une chirurgie de désinfibulation, c'est l'ouverture de l'infibulation. Et quand on met ensemble le couple, on voit qu'il y a des sujets qui n'ont jamais été abordés ensemble parce que c'est tabou, parce qu'on n'a pas l'habitude. Et là, c'est une révélation pour les deux de pouvoir commencer à discuter de certaines choses, pour parler de santé sexuelle aussi. Et souvent, alors si on parle parfois des personnes migrantes, les hommes souvent sont arrivés avant, donc ils parlent la langue, ils ont plus de connaissances du milieu hospitalier et de la santé en général. Et donc en général, ils ont un rôle positif et c'est aussi de les responsabiliser
sur la santé, par exemple quand on parle de prévention de leurs filles, parce que souvent dans beaucoup de communautés, l'homme a un rôle comme un peu passif-actif dans le sens que c'est une affaire de femmes, mais en même temps c'est les pères, c'est les futurs maris, et donc en général ça se passe plutôt bien. On a des partenaires qui souhaitent voir les dessins, si la partenaire est d'accord, qui souhaite même assister à une partie de l'examen pour bien comprendre l'anatomie. Le couple rigole ensemble. Après, bien sûr, ça dépend des relations comme pour tout. Ah oui, ça c'est très important parce que parfois on lit dans les journaux les chirurgiens qui reconstruisent. En tout cas, moi, je ne suis pas du tout une personne qui reconstruit des personnes. Je me sens pas comme ça. C'est les personnes qui se reconstruisent, s'il faut qu'elles se reconstruisent. Parce que c'est aussi important de dire qu'il y a des personnes circoncises, excisées, infibulées, ou des personnes qui ont un trauma d'accouchement avec une cicatrice importante, qui sont toujours entières, complètes, belles, fonctionnelles, qui n'ont pas du tout besoin d'être reconstruites, entre guillemets. Parce que c'est important de faire passer ces messages. Et après, pour les personnes qui doivent se reconstruire, qui ont besoin d'une reconstruction, que ce soit psychologique, physique, sexuelle, alors nous, on met à disposition des outils, mais après, c'est la personne qui va choisir quels outils, quand, comment, de quelle manière, à quel rythme, et chaque personne est différente, et chaque personne a ses ressources pour petit à petit mettre en place les choses desquelles elle a besoin. Donc nous, on est un instrument. Alors bien sûr, le geste de reconstruction, comme on l'appelle, c'est un geste chirurgical, mais comment on regarde la patiente, comment on la touche, comment on l'accompagne, qu'est-ce qu'on lui propose, ça c'est autant important que le geste technique. On risque parfois aussi, nous, de provoquer une victimisation, un rétrauma, on va dire. Et c'est vraiment, moi je pense à mes patientes, c'est elles qui ont tout fait et qui se sont au besoin reconstruites.